pouvez les feuilleter. Et on va discuter de cette revue, de son histoire, des enjeux qui la traversent. Et donc c'est une revue trimestrielle, c'est bien ça, qui a été éditée entre 90 et jusqu'à 2001. Voilà. Et c'est aussi une maison d'édition, Revue Noire. Vous êtes donc éditeur de Revue Noire. Est-ce que vous êtes encore, c'est-à-dire seul éditeur, ou vous êtes en groupe toujours avec les collègues avec qui vous avez fondé cette revue? Oui, bien sûr, c'est pour vous. Merci de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être avec vous. C'est toujours un peu inattendu, ce genre de moment où on raconte une histoire qui devrait être uniquement la sienne et qui devient et qui pourrait devenir celle de chacun, mais c'est de toute façon impossible. Sachant que l'histoire dont on va parler, c'est une histoire commune, qui d'entrée de jeu était faite avec 4 personnes, qui étaient donc Simon Jamy, Bruno Tillette, Pascal Martin-Sellon et moi-même. Donc je veux en parler tout seul, mais en réalité, c'est une aventure collective d'entrée de jeu. Les 4 personnes qui étaient simplement Simon était avant tout un écrivain. Bruno Tillette était rédacteur en chef d'Autrement. Autrement, c'était une revue alternative et en même temps de recherche des années 80. Et Pascal Martin-Sellon et moi-même, nous étions architectes qui faisions des expositions, qui avions créé ce bureau, un des premiers bureaux d'ingénierie culturelle en France, dans les années 85. Voilà, donc nous étions une espèce de petit groupe, des gens qui agissent. Ça veut dire qu'effectivement, nous étions beaucoup plus. On était une trentaine à peu près qui s'étaient fédérés autour de ce projet. Mais ceux qui ont été les acteurs, ce sont ces 4 personnes. Oui. Et du coup, c'est justement, vous avez cité la revue Autrement. Parce que c'est là que, je pense, vous vous êtes rencontrés la première fois. Et c'était... la première fois, c'était assis là dans une espèce de colloque. Enfin, je dis ça parce que c'est vrai que j'aime pas beaucoup ces lieux-là, mais c'était dans un endroit assez fantastique, assis là au Maroc, où il y avait un maire qui était aussi ministre de la Culture, qui s'appelait Ben Aïssa, et qui faisait une espèce de colloque chaque année, séminaire, on va dire plutôt un séminaire qui était très sympathique, où là, on s'était rencontrés avec plein de gens. C'est pour ça que je dirais, parmi les gens qui sont presque fondateurs, il y a aussi Mohamed Hassimi, le peintre, l'artiste que vous devez connaître, qui est mort il y a quelques années. Il y avait aussi Brahim Alaoui de l'Institut du monde arabe, qui a eu un destin... Non, qui est toujours vivant, lui. Il y avait des personnalités, Pierre Gaudibert, qui était un peu le pape de l'art contemporain en France dans les années 60, 70, 80, qui avait créé le premier espace d'art contemporain en France en 68 ou 69, quelque chose comme ça, au musée d'art moderne, qui s'appelait l'Arc. Donc on était, si vous voulez, c'était un mouvement qui était plus ample. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on se posait des questions qui ont été à un moment donné aussi bousculées par 2 choses qui sont passées concomitamment. C'est le fait que 1989, c'est aussi la célébration en France du bicentenaire de la Révolution française, où il y avait des moyens énormes pour pouvoir célébrer cette révolution. Dans ce cadre-là, il y avait eu... On pensait qu'il y avait une fenêtre ouverte pour pouvoir exprimer ce qu'on voulait faire, parce que toutes ces discussions allaient avec beaucoup d'artistes, beaucoup de gens qu'on avait rencontrés à droite et à gauche, qui étaient devenus des amis. C'était effectivement de se dire comment on peut faire pour sortir l'image de l'Afrique de son folklore, de son exotisme, et montrer que l'Afrique était moderne, urbaine, avec des gens qui avaient des problèmes qui n'étaient pas si différents les uns des autres à travers le monde.
Donc, cette espèce de monde qui était en train de se construire, on voulait toujours que l'Afrique noire, particulièrement, y échappe et reste une Afrique de l'altérité et elle ne soit pas une Afrique qui partage effectivement le monde. Et ensuite, la deuxième chose qui est arrivée, là, donc c'est 89, donc je reviendrai dessus. Et la deuxième chose qui est arrivée, qui était probablement la plus importante, c'est le fait qu'il y a la chute du mur de Berlin. La chute du mur de Berlin, sachez que pour vous jeunes, c'est un véritable tremblement de terre. C'est pas mai 68 ou c'est pas les mouvements des années 60 contre le capitalisme et la société de consommation. C'était essentiellement un monde bipolaire qui s'écroulait. Et en réalité, c'était toutes les questions bipolaires qui s'écroulaient. C'est-à-dire, c'était fini le monde qui passait son temps à s'opposer sur le mode du plus et du moins, du communiste et du capitalisme, etc. C'est un monde qui se reconstruisait sur d'autres valeurs. Et c'est vrai que nous tous, on voulait participer à la construction de ce nouveau monde qui allait, dont toute cette espèce de binarité allait tomber. Le diable et le bon Dieu étaient morts. Tout ce qui était réducteur de ce type-là était mort. Dont le blanc et le noir aussi. C'est ce qui faisait qu'effectivement, les blancs qui ont travaillé à faire Revue Noire, il y en a quelques-uns, c'était pas incongru, comme ça le serait aujourd'hui probablement un peu plus. Pas un peu plus, ça le serait. Donc on était dans un monde qui se reconstruisait dans ses fondements. Mais c'est vrai que je ne suis pas un chanteur encore. Mais ça va venir. Et cet élément est assez, je veux dire, fondamental, parce que c'était une espèce de fol espoir de refaire un monde où tout ce qui était des particularismes impartageables était conservé, mais que ce que l'on cherchait à trouver, c'était tout ce qu'on pouvait partager dans le monde. C'était la différence avec aujourd'hui, on cherche plutôt à protéger tout ce qui est impartageable, justement, et à le mettre en avant. Donc l'état d'esprit était celui-ci. Et c'est pour ça qu'on s'est rué sur quelque chose qui n'existait pas du tout, et que dans les différents voyages et les différents boulots qu'on avait pu faire à droite et à gauche en Afrique noire, et tous les amis qu'on avait pu rencontrer et qui participaient à cette histoire-là, ça devenait urgent de montrer, simplement de montrer, quoi, sans chercher à faire un discours ou à tout de suite enrober l'histoire avoir un discours ou un discours construit. Nous, ce qu'on voulait, c'était simplement montrer tout ce qui se passait, puisque personne ne connaissait rien sur ce continent, mais rien. Il s'appelle rien. Il n'y avait aucun outil. Et c'est pour ça qu'au début, on ne voulait pas tellement faire une revue, on voulait faire une exposition. Une très grande exposition qui s'appelait Dans la ville noire, qui était une exposition sur toute la culture plus ou moins urbaine, on va dire, pas dans la conception d'aujourd'hui, mais c'est vraiment toutes les cultures urbaines, dans toute leur expression, que ce soit de la mode, du cinéma, de tout ça. Et ça devait être ça, cette exposition. C'était une exposition qui était fondamentalement novatrice, puisqu'il y aurait eu un cinéma, il y avait des stations de télé, il y avait un studio d'enregistrement, il y avait des concerts tous les jours dans l'exposition. Il y avait bien sûr un certain nombre d'expressions visuelles qui étaient présentes, etc. Sauf que, à la même époque, il y avait quelqu'un de très important qui s'appelle Jean-Hubert Martin, qui dirigeait le Centre Pompidou à Paris, donc un des grands centres mondiaux de l'art moderne et contemporain, et qui avait un projet qui s'appelait Les Magiciens de la Terre, qui était un projet assez magnifique, puisqu'il prenait toutes les salles d'exposition de Beaubourg, plus les 10 000 m² de salles de la Villette, qui à l'époque n'était pas cloisonnée et qui était juste un seul espace. Et il a fait une exposition sensationnelle sur un certain nombre d'artistes du monde, associés à un certain nombre d'artistes internationaux à la mode de l'époque, d'art contemporain. Donc,
Et les choix qui avaient été faits, c'est de prendre justement des artistes plutôt autodidactes, plutôt des artistes d'art rituel, et certainement pas des artistes tels que vous êtes vous aujourd'hui, des artistes qui sont issus d'écoles très souvent, ou issus d'une route qui est une route plus classique. Et donc c'était surtout les artistes, des magiciens, c'était ça. C'est pour ça qu'on a souvent. Bon, je suppose que ça fait partie des questions que tu vas poser, donc je ne vais pas. Tu vas pas développer. Je peux anticiper. Et donc, en n'ayant pas réussi à faire cette exposition, qui était une exposition folle, qui aussi s'étalait sur une dizaine de milliers de mètres carrés, c'était des expositions très ambitieuses, puisqu'il y avait de l'argent, et on était sur quelque chose de fort, qui était à la fois la célébration du bicentenaire de la Révolution française, qui à l'époque, on était convaincus tous que la Révolution française, c'était la révolution du monde. Enfin, c'est bien sûr que ce n'était pas ça, mais ça faisait partie des valeurs que l'on comptait défendre. Et la chute du mur de Berlin. Donc il y avait deux choses qui étaient concomitantes, qui ont été très importantes dans la fabrication de notre envie d'agir. Parce qu'à un moment donné, on peut toujours regarder, contempler, dire oui c'est bien, il faudrait qu'on fasse ça. Et à des moments, on dit on va faire quelque chose. Et quand on dit qu'on va faire, on a décidé de faire. Donc, c'était cette exposition qu'on devait faire, qu'on n'a pas pu la faire. Donc on l'a transformée en projet de revue. Et ce projet de revue devenait un projet de revue qui allait justement porter à essayer de retrouver un petit peu l'esprit d'être un endroit où il y avait toutes les expressions possibles, de pouvoir les mettre sur place. Et comme il n'y avait pas, on n'arrivait pas à trouver nulle part, je veux dire, dans le monde, quelques éléments pour pouvoir construire ce désir, ben, il a fallu quand même y aller et puis monter dans chaque pays que l'on traitait pour pouvoir faire découvrir ce monde des formes, des espèces de micro-comités de rédaction qui se faisaient donc sur place. Nous n'étions pas des voyageurs qui débarquions et qui ensuite allaient choisir comme magasin. Nous n'étions pas des aventuriers. Nous, chaque fois, on créait des espèces de mini-comités de rédaction qui étaient confrontés aussi au propre regard de ceux qui restaient à Paris aussi. Donc on était dans un mélange où on était là pour pouvoir fabriquer quelque chose qui était diffusable un petit peu partout. On ne cherchait pas à avoir on cherchait pas une esthétique particulière, ni on choisissait des personnes. On publiait dans chaque numéro grossièrement une centaine d'artistes plasticiens, ce qui était beaucoup, surtout dans beaucoup de pays où ils n'y étaient même pas. Quoi. Il y avait des pays comme Madagascar, on pouvait chercher 100 artistes plasticiens et ils n'y étaient pas. Quoi. Il y a d'autres pays où, bien sûr, c'était comme au Sénégal, où il y avait beaucoup de gens. Voilà. Je vais m'arrêter parce que je ne sais plus ce que j'allais vous dire. Donc, la discussion est pas mal pour pouvoir relancer. C'était 89, donc, parce que les Magiciens de la Terre, c'est aussi 89. 89. Avec les deux événements aussi que vous citiez. Et là, c'est intéressant parce que vous avez commencé à parler de la manière dont vous fabriquiez, en quelque sorte, un numéro de Revue Noire. Comme vous dites, vous étiez sur place et un comité de rédaction se posait. Oui. Et il y a un travail de photographie qui est gigantesque. Vous vous rendez compte par la photographie. Et vous disiez aussi, par ailleurs, que vous évitiez les textes critiques, les critiques d'art, ou théoriques, disons, sur l'art, mais simplement montrer les choses. Et vous disiez ailleurs aussi que c'était un travail par collage, et qu'un numéro se faisait de cette manière-là. Mais concrètement, qu'est-ce que ça implique ? Parce que j'imagine que quand on commence un projet comme celui-là, vous disiez on veut faire quelque chose, ça suppose des moyens, ça suppose une grande volonté, un engagement. Parce que ça relève aussi d'un engagement, cette revue. Vous posez beaucoup de questions à la fois. Oui. Pour les problèmes très matériels, l'engagement était
effectivement financier, puisqu'on avait réussi à convaincre personne, on n'avait pas trouvé d'éditeur. On allait chercher de l'argent à la coopération française ou enfin dans tous les organismes possibles, ça les intéressait pas. Ils comprenaient pas quoi. Donc fallait. Et donc ce qu'on a fait pendant les premiers numéros, les 3 ou 4 premiers numéros, on les a entièrement financés nous-mêmes pour pouvoir arriver à montrer ce que c'était quoi. Et on a eu de la chance parce qu'on a eu un impact immense tout de suite, aussi bien en Angleterre, aux États-Unis qu'à Paris, et dans tous les pays en Afrique sachant que tout ça, il ne faut pas oublier quand même que Internet n'existait pas, hein, tout simplement, quoi. Faut bien savoir aussi que la photographie, qui a été un outil pour nous énorme, c'est que là aujourd'hui vous ne vous posez pas la question des images et de la circulation des images. Mais avant, il n'y a pas un artiste qui avait un book, il n'y avait pas, ou alors c'était des images absolument irregardables. Donc il fallait quelqu'un qui fasse des images. Et on avait décidé de n'envoyer, indépendamment des problèmes d'argent, mais je dis bien indépendamment, nous tenions à prendre des photographes du pays. Et du coup, ça nous obligeait à savoir s'il y avait des photographes dans le pays. Et c'est essayer de trouver. Et c'est comme ça que petit à petit, alors que tout le monde nous disait qu'il n'y avait pas de photographes en Afrique. Tout le monde. Je peux vous assurer que tous les grands pontes de la photographie de New York et de Paris vous disaient qu'il n'y avait pas de photographes en Afrique. Et c'est vrai qu'on a fait très vite la démonstration qu'il y en avait plein. Et plus que ça même, il y en avait une pléthore. Par contre, c'était pas tous des génies, mais peu importe, il y avait des milliers de photographes. Alors évidemment, ça a passé. Mais nous, alors je reviens, donc nous on cherchait chaque fois dans chaque pays, on donnait des moyens pour savoir quels étaient les bons photographes, parce qu'on ne savait pas quels étaient les bons photographes par rapport à notre propos, pour savoir si, parce qu'il y avait, bon, il y a des pays où ça pose moins de problèmes, comme au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, mais tous les autres pays, ça posait des problèmes énormes. Donc ce qu'on faisait, on donnait des pellicules, on donnait un peu d'argent, et puis on leur demandait de faire les sujets qu'ils voulaient, et puis ensuite on voyait. Alors, il y a beaucoup qui gardaient l'argent et les pellicules, mais il y en a quelques-uns qui rendaient les pellicules qu'on devait développer, et on voyait et comme ça on a pu faire dans beaucoup de pays, et ça a permis de pouvoir travailler avec quelques personnes qui ont révélé, puis ensuite des gens qui ont même et c'est là où on a découvert effectivement qu'il y avait un fonds photographique en Afrique qui était monstrueux, avec des gens. Alors il y avait bien sûr la photographie studio, mais il y avait aussi, on était comme dans les années 90, c'était la fin des studios, c'était fini déjà. Ils existaient encore physiquement, c'est pour ça qu'on a pu sauver un certain nombre de photographes de studio, mais vous aviez aussi déjà tous les photographes de reportages, de presse, même si c'était chaque fois misérable la façon dont ils étaient rémunérés, il ne reste pas qu'il y avait toujours des gens qui faisaient des choses à côté. Et c'est comme ça que finalement nous avons eu un rôle important sur la photographie, sur l'histoire de la photographie africaine, c'est que très vite on a pu, je veux dire, montrer quasiment, on s'est rendu compte que c'était le gouffre était total. Autant dans les arts plastiques, effectivement, on ne connaissait pas grand-chose, mais alors sur la photographie, c'était la véritable découverte. C'est ce qui fait que Françoise Huguet s'est appuyée là-dessus pour pouvoir créer sa première manifestation à Bamako, où on l'a appuyé avec 16 expositions. Nous faisons 16 expositions en 1994. Mais ça, c'était 3 ans après. On avait fait une première exposition de photographie africaine à l'Institut, juste en face de Beaubourg, à l'Institut de Wallonie-Bruxelles, dans l'espace, ils ont un espace d'exposition. On a fait la première exposition de photographie africaine, où là aussi, ça a été une révélation. On n'avait pas fait un truc avec beaucoup de moyens, mais c'était assez impressionnant. Donc on était rentré dans une logique sur la photographie qui a été ensuite permanente jusqu'à la fin. Là, c'est pour pouvoir parler uniquement de la photographie, où là, on a joué un rôle auquel on ne s'attendait pas du tout. Justement, c'était aussi l'objectif de la revue, c'était de montrer, essentiellement d'abord montrer, avant de dire... Avant de commenter, oui. Voilà. Et ça offrait finalement une
des premières fenêtres sur le continent et sur ce qu'il se passait, et sur la question justement que vous abordiez hier, de la modernité. Que l'Afrique, ce n'est pas cette idée qu'on se fait... On était un peu obsessionnel là-dessus, oui. On voulait montrer qu'effectivement, on était dans des problématiques de modernité. C'est quand on a enregistré, je sais pas, assez vite au niveau du numéro 7, on a fait les premiers disques, puisque on avait une rubrique sur la musique, mais c'était ridicule, la rubrique sur la musique. On peut aller de musique, tout d'un coup, on disait qu'il y avait tel et tel orchestre, et alors, de gens qui n'avaient jamais enregistré, à quoi ça sert? Ça sert à rien, puisque de toute façon, il y avait... À nouveau, vous n'étiez pas à l'époque d'Internet, ça veut dire que il n'y avait aucune possibilité, quoi. Il y avait juste des cassettes qui pouvaient fonctionner. À l'époque, c'était l'époque des cassettes, en plus. Donc, ce qu'on avait fait, on avait fait les premiers disques, et c'est comme ça qu'on a enregistré les premiers rappeurs d'Afrique. Dans des disques gratuits qu'on mettait dans le... Alors, il n'y avait pas que des rappeurs, il y avait des gens... Mais c'est vrai qu'on avait fait un travail un peu particulier, qui était aussi de montrer que le rap, ça existait en Afrique. Et on était les premiers à enregistrer un groupe qui s'appelait les PBH, je ne sais pas si ça existe toujours, je crois, qui était un groupe très très à la mode, qui était devenu très à la mode grâce à ce disque. Ça pouvait être piraté parce que on le cédait gratuitement, donc pas de problème. Et ça passait sur les ondes sans problème, parce qu'il n'y avait pas de droit d'auteur. Donc ça veut dire que même sur les trucs comme la musique, on s'amusait à chercher toujours tous les éléments de modernité qui étaient possibles d'affirmer, quoi. Mais ça n'empêchait pas aussi de faire les premiers enregistrements de grandes voix, de choses comme ça. Et vous me disiez, on entend mal derrière, ce qu'on tient, d'accord. Parce que j'ai mon micro qui est mal tenu. C'est ça. Voilà. Donc, n'hésitez pas à m'arracher le micro des mains. Oui, en hurlant. Donc voilà. En préférence. Moi, je me pose aussi la question, parce qu'il y a aussi un volet littéraire dans cette revue. Donc, des écrivains qui ont écrit quelques textes, peut-être des artistes qui ont produit quelques textes éventuellement. La part de l'écrit, parce qu'il existe bien l'écrit dans la revue, revue noire. Alors, le problème de l'écrit, c'était de dire qu'il n'y a pas d'écrit critique, il n'y a que des écrits littéraires. Plus ou moins bonne qualité, c'était pas très grave. C'est pas très grave, c'était important qu'il y ait des qualités littéraires. Par contre, très vite, on a voulu avoir une dimension presque de revue littéraire en publiant un certain nombre de jeunes auteurs, pas forcément jeunes, des auteurs qui n'avaient jamais été publiés. Donc c'était aussi la première publication. C'est pour ça que dedans, vous avez, je crois 500 auteurs en 10 ans qui ont été publiés dans cette revue, ce qui a fait, et pas tous, mais beaucoup sont devenus des auteurs connus. Et c'était devenu un endroit où les gens s'approvisionnaient, quoi, pour pouvoir... Donc c'est amusant parce que c'est pour ça que je disais qu'est-ce qui s'occupait de revues littéraires parmi les... qui voulaient faire une revue littéraire. C'était vous? Non, c'est pas vous. C'était vous, hein? Dès qu'on crée une revue littéraire, c'est vous qui avez créé. On crée un appel et tout d'un coup, il y a des gens qui vont se révéler qui, s'il n'y avait pas cette revue, de toute façon, ils auraient gardé leur truc dans leur coin et on n'en aurait rien su. Il y a aussi une chose que j'avais voulu... parce qu'en travaillant sur la musique, il y avait une chose sur laquelle il était important d'insister, c'était sur le fait que les trois quarts de la musique, il y avait des paroliers, avec des paroles très importantes. Et parce que nous sommes en plus sur un continent où la parole chantée ou psalmodiée est essentielle, quoi. Et les écrits de ces paroles étaient souvent faits par des gens qu'on ne connaissait pas. C'était quasiment jamais les chanteurs eux-mêmes. Enfin, j'exagère. Il y en avait quelques-uns. Et donc, on a publié aussi pas mal de chansons, enfin des écrits, des chansons comme si c'était des écrits littéraires à part entière, quoi. Donc, tout le rapport à l'écrit, nous, on a tout fait pour ne pas avoir de rapport à l'écrit
Pour vous dire, je veux dire, 2-3 ans après la sortie de Revue Noire, on avait été convoqué, j'avais été convoqué à une assemblée générale de l'AICA. L'AICA, c'est l'Association internationale des critiques d'art. Et il m'avait dit, votre revue, c'est pas mal. En espace public, il y avait 300 critiques. Mais vous avez un problème, c'est qu'il n'y a aucun appareil critique dans votre affaire. Et je lui ai dit, écoutez, si vous êtes des si bons critiques que ça, vous auriez dû vous rendre compte que c'est fait exprès. Et que dans la forme même de la revue, qui n'a jamais cherché à avoir autre chose, peu importe si la forme aujourd'hui n'est pas aussi révolutionnaire qu'à l'époque, révolutionnaire, enfin je veux dire, c'était un très bel objet, une des plus belles revues du monde, ça indiscutablement, à l'époque. On cherchait justement à ce que la forme parle toute seule. Et que même si on avait des défaillances pour les plasticiens dans la représentation du travail d'art plastique, il y avait l'objet lui-même de la revue qui était suffisamment valorisant pour pouvoir jouer un rôle absolu de lecture. Donc, pour nous, c'était essentiel que l'on puisse regarder les choses. En principe, les formes parlent. C'est pour ça que les artistes font des choses. C'est pas pour avoir un discours derrière qui vous dit ce qu'il faut voir. Dans ce cas-là, c'est pas la peine de faire les formes. Donc, le discours, pour nous, ne nous intéressait pas vraiment. Ce qui nous intéressait, c'était ce que pouvait raconter une image, ce que pouvait fabriquer comme émotion une image, ce que pouvait... Et chacun pouvoir se l'approprier comme il voulait, quoi. On avait ce truc-là, c'est-à-dire que, bon, et Simon, comme nous-mêmes, j'ai Simon parce que c'était lui l'écrivain en titre, Simon Jamy. Donc c'était lui l'écrivain en titre, et c'était, pour nous, les critiques, c'est Baudelaire, quoi. C'est des poètes, c'est pas le mec qui va commencer à raconter une image. Surtout que les quelques premiers, je veux dire, il y a eu des premiers textes critiques qui ont été faits, malgré tout, il y a eu des gens qui ont commencé à écrire, il y a des chercheurs qui se sont mis sur le sujet parce que personne n'avait travaillé dessus. Donc, et puis, bon, je prends toujours l'exemple de Jean-Louis Hamsel dans son seul livre sur l'art contemporain africain, qu'il écrit dans les années 90, au début des années 90, et qui dit qu'Ousmane-Sow, c'est le Michel-Ange africain. Je veux dire, si c'est pour écrire des conneries comme ça, c'est pas la peine, quoi. Je veux dire, c'est tout en ayant l'autorité, on le paye pour ça en plus. Donc, je veux dire, non. Je veux dire que c'était justement pour éviter de faire croire qu'on pouvait, parce que tout le problème de l'histoire, de l'historien d'art, c'est de savoir en quoi quelque chose peut ressembler à une autre. Et du coup, parler de l'autre chose plutôt que de la chose elle-même. Et je m'aperçois aujourd'hui qu'on forme des gens à ne pas savoir regarder une image. Si l'artiste ne sait pas parler, les mecs, ils ne regardent pas. C'est effrayant. Si une œuvre n'a pas de titre, grossièrement, ben, le type dit que c'est de quoi, c'est quoi ça? Mais vraiment, je suis quand même assez stupéfait. Et on s'aperçoit à chaque fois que les textes sont des textes qui jouent avec la sémiologie, qui s'amusent à utiliser le chant des mots, mais jamais le chant des formes. Jamais. Donc, non, je dis jamais non. Justement, il y a des gens qui savent le faire, qui sont d'une autre nature et qui justement sont conscients de ça. La question de la forme de la restitution d'un travail de recherche sur le réel. C'est pour ça que vous avez à un moment donné des gens comme Jean Rouch, Hélène de la Tour ou même Gibal, pour reprendre Gibal qui écrivait des livres de poésie, qui avait monté une revue d'art. Et c'était un ethnologue. C'était des gens qui justement disent, mais le réel, on ne sait plus comment l'aborder, on ne sait plus comment le restituer, parce que ce n'est pas les mots de la recherche scientifique qui sont capables de pouvoir les traduire, cette réalité. Et voilà, donc c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on voulait sortir d'une impasse, je dirais, l'impasse de la recherche dans les sciences humaines de façon générale. Ça vient, je pense, vient du fait qu'il y a un problème de restitution. Quand je vois je veux dire, c'est illisible les 3/4 des thèses que l'on peut avoir entre les mains sur des sujets, y compris sur les sujets d'art plastique. Donc nous, on voulait échapper à ça,
Et c'était très volontaire. C'était, je veux dire, c'était pas du tout un hasard s'il n'y avait pas d'appareil critique, s'il n'y avait pas des gens qui racontaient une histoire de l'art qui n'existait pas, parce qu'il faut faire une histoire de l'art, il faut avoir des références, il faut avoir des éléments, il fallait avoir au moins les images, il fallait savoir qui c'était. Donc voilà. C'est intéressant parce que justement, elle n'a pas vocation, ou elle s'éloigne des discours scientifiques ou de la recherche ou des sciences humaines, etc. Mais en même temps, cette revue est devenue, malgré tout, un document, une source pour les chercheurs. Parce qu'elle donne à voir, justement, beaucoup d'images. Et là, je vais peut-être vous poser la question, parce qu'elle m'intéresse des archives de Revue Noire, parce qu'il y a certainement des centaines de photos. Et sur cette centaine de photos, vous en publiez une sélection. Et peut-être, il reste peut-être un fond photographique qui n'a pas été peut-être publié, etc. Et je vois justement ce format de recueil où il y a plusieurs numéros ensemble, avec, en ouverture, il y a un index très précis, comme on trouve dans les livres très sérieux. Avec, oui, les scientifiques. Voilà. Et du coup, ce document est devenu une sorte de source aussi pour les chercheurs aujourd'hui. Je ne sais pas à quel point. Non, mais le problème, c'est que c'est vraiment une source pour les chercheurs, mais comme ils détestent mon discours, qui était très explicite sur les sciences humaines, Simon est moins polémique, donc tout va bien. Sur cette problématique-là. Donc, effectivement, il y a un moment donné, on ne s'aime pas, quoi. Et quand on ne s'aime pas, on n'a pas envie de citer, même si tu vas chercher tout ce que tu peux trouver dans ce que tu as là-dedans, quoi. Et ça, c'est une réalité, ça, par contre. Mais de toutes les façons, elle s'impose comme source, même si on ne la cite pas ou on va avoir du mal à la citer. Et certainement, s'il y a une sorte un travail sur l'histoire en Afrique, comme ce qui se passe pour l'histoire à proprement parler. Je pense à François-Xavier Fauvel qui commence à penser une histoire, bon, ça s'appelle l'histoire de l'Afrique, mais évidemment il travaille sur certaines régions, et il est en train de montrer aussi que on peut faire l'histoire dans certaines régions d'Afrique à travers les traces, parce qu'elles existent, à travers l'écriture, et donc ça nous éloigne un peu de l'idée qu'en Afrique, tout se passe par l'oralité, qu'une histoire n'est pas possible à écrire et qu'elle se transmet, etc. Et là, il est en train de démontrer, en quelque sorte, qu'il y a des traces tangibles, au-delà de l'archéologie, à travers laquelle on peut écrire réellement l'histoire. Et la Revue Noire s'impose, j'ai l'impression, ou va s'imposer certainement, comme une source pour les chercheurs en histoire de l'art, ou pour ceux qui pensent à l'évolution de l'art ou des arts en Afrique. Obligatoirement, je veux dire, parce que ces 10 années de révélation ont quand même révélé 3500 artistes, quoi. C'est quand même beaucoup. Alors, je sais bien, à l'échelle du continent, c'est pas grand-chose, mais c'est mieux que 30. Parce qu'aujourd'hui, dans le marché de l'art, il faut bien savoir qu'il y a très peu de gens qui peuvent sortir. Si on arrive à sortir une personne par an pour l'ensemble d'un continent, c'est un maximum. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut se dire que, je veux dire, en 30 ans, vous avez 30 artistes de l'ensemble du continent qui ont pu rentrer sur le marché de l'art, mais pareillement, hein, je veux dire, chez les Européens, vous avez quoi, une vingtaine de personnes. C'est-à-dire que vous apercevez que le marché de l'art ne peut pas englober beaucoup de gens. Il transforme des gens en génie alors qu'ils n'en sont pas forcément, quoi. Je veux dire, c'est en Ford ou des gens en aimant de référence. Vous êtes des milliers d'artistes. Vous êtes là une dizaine, une quinzaine. Il faut bien savoir qu'il n'y a pas un pays où il n'y a pas quand même quelques centaines de personnes ou quelques milliers de personnes qui ont autant de talent que vous. Ensuite, il y a la rencontre qui se fait avec une époque, avec ce que vous cherchez, etc., et avec votre société. Mais autrement... Donc, c'est pour ça que la notion de marché, c'est très compliqué. Aujourd'hui, les endroits où vous apercevez que marché et puis quasiment toutes les grandes expositions sont quasiment liées. Donc vous avez très peu de gens qui sortent, très peu de gens. C'est effrayant même de savoir que
parmi tous, je ne sais pas, vous avez une chance sur 1000. Quoi. Bon, en Afrique un peu plus, parce qu'il y a finalement moins d'artistes par rapport au nombre d'artistes qu'il y a en France, où là on sort chaque année, les écoles de beaux-arts, on sort 5000 personnes, alors que bon, les 3/4 des écoles en Afrique noire ou ici, ça sort quelques centaines de personnes, quoi. Ça sort pas. Alors qu'uniquement la France, je sais pas, je commence à sortir, ça va sortir 5000 mecs ou quelque chose comme ça, quoi. Ou 5000 architectes, je pense. Donc, le marché ne peut pas représenter la totalité de la créativité d'un pays. Mais le marché, par contre, c'est le seul endroit où vous pourrez gagner votre vie avec. Donc c'est un peu compliqué. Donc ça veut dire que la créativité n'est pas forcément liée à un marché. Quand on parle de professionnalisation, parce qu'on peut parler de plein de choses, des galeries, de tout ce que vous voulez, avec un grand plaisir, il n'en reste pas moins que cette problématique de l'argent est essentielle. Quand je dis que j'ai rencontré des artistes que je rencontrais 5 ans après, des gens formidables, et personne ne leur achetait jamais rien, ils avaient arrêté d'être artistes. Ils devenaient je sais pas quoi, enfin ils avaient changé de métier. Alors qu'ils avaient ils étaient écœurés, c'était même pas des peintres du dimanche, quoi. C'était même plus des gens qui peignaient pour peindre ou sculpter pour sculpter. Je dis à part. Donc ça c'est quelque chose, puis je voyais bien, il y a des pays où s'il n'y a pas d'école et s'il n'y a pas de marché, ben, il n'y a pas d'artiste. Aussi bizarre que ça puisse paraître. On est dans des systèmes comme ça. Donc à part ça, ça n'empêchait pas un pays d'avoir beaucoup de créativité dans des domaines qui effectivement ne vont pas se retrouver dans l'art. Quoi. Et c'est la différence avec la musique ou la différence avec la mode, avec un certain nombre de choses. Donc, bon, je sais pas, oui. Oui, justement, par rapport à cette diversité, il y a, avant je vais faire circuler le micro si vous avez des questions, bien sûr. Moi, j'avais juste une question comme ça par curiosité, parce que vous arpentiez plusieurs endroits, plusieurs pays, à la recherche d'artistes, parce qu'il fallait aussi les retrouver. Et vous donniez une visibilité, juste en montrant à travers la photographie, à ces artistes-là. Et je me demande si cette revue n'était pas aussi un lien entre les professionnels du monde de l'art qui existent à l'international et ces artistes-là, justement. Est-ce qu'on vous contactait pour vous dire on aimerait rencontrer tel ou tel autre artiste? Oui, il y avait plein de numéros où, effectivement, enfin, chaque numéro, il y avait des coups de téléphone pour savoir comment on peut joindre un tel. Ça, c'est certain que ça servait à ça. Non, c'est évident, quand on crée un outil comme ça, c'est assez étonnant. Ce qui m'étonnait, c'est qu'il n'y ait pas eu beaucoup de choses. Parce que quand il y a eu NKA qui a été fait par Oku Enwezor et Salah Hassan, en 86 ou quelque chose comme ça, à New York, c'était une revue, à nouveau, où il n'y avait aucun travail d'investigation. Il ne faisait que faire des critiques, alors là, dans le mode classique, sur les expositions qui étaient faites à New York, à Los Angeles et à Chicago. Donc, je veux dire qu'à un moment donné, et nous, on a aidé cette revue, on a fait de la pub pour que cette revue existe, mais la leur. Mais c'est vrai que c'est des gens qui ont apporté, ils ont apporté peut-être un outil critique, probablement, même certainement, parce que Oku est quand même quelqu'un d'assez remarquable. Il n'en reste pas moins que, même quand il fait son exposition sur la photographie, il vient passer 15 jours chez nous, Oku, il fait une exposition sur la photographie, tout d'un coup, on se retrouve, qu'on devait faire ensemble, finalement, il l'a fait tout seul, et ensuite, il nous remercie pour notre fond. Notre fond, c'est notre regard. Je veux dire, c'est... Maintenant, sur notre fond photographique, on a effectivement une dizaine de milliers d'images. On avait des dizaines de milliers de photographies qui n'avaient pas de prétention artistique, quoi, mais qui étaient des photographies de mémoire ou de... Documentaire. Ouais, on va dire documentaire.
Et on en a vendu une partie à Syndicat de Colo, qui était alors qu'on a vendu une partie de notre collection à Syndicat de Colo, le type est mort. C'était un Angolais, hein, vous savez, qui créait la triennale ou je ne sais pas quoi à Luanda, qui avait fait un travail magnifique, qui avait récupéré une collection qui était faite aussi à partir de la démarche de Revue Noire d'une personne qui était morte aussi. Et il avait racheté déjà cette collection. Lui-même est mort de façon bizarre, je ne sais plus dans quel émirat, alors qu'il était un petit peu chassé par... quand il y a eu le changement de gouvernement en Luanda, ces gens qui étaient si importants, parce qu'il était marié à la fille du président, Dos Santos, et qui effectivement c'était des gens un peu sulfureux, quoi. Mais bon, l'argent, à un moment donné... Et lui, il n'a rien fait, justement. Moi, parce que ça leur coûtait rien de monter, de prendre 2-3 documentalistes, et puis de faire un site en se servant, parce que nous, on n'a pas les moyens de valoriser toutes ces archives que nous avons. Et de toutes ces photographies documentaires, c'était une centaine de milliers de négatifs, quand même. C'était beaucoup, quoi. Et pour valoriser ça, il faut mettre en place une équipe, avoir des espaces comme ça, et puis faire que ça, quoi. C'est pas... Mais bon, il faut que les gens qui sont capables de faire ça aient envie de le faire, quoi. Donc il nous reste encore beaucoup de choses, puisque c'est une partie seulement qui a été vendue. Et vous ne pensez pas à des institutions particulières ou à... On ne voulait pas que ce soit en France. On voulait que ce soit forcément en Afrique quelque part. On ne voulait pas que ce soit aux États-Unis, bien qu'on était approché par Getty. Parce que là, aux États-Unis, ils ont plus l'habitude de ces trucs-là. On verra. Mais de toute façon, on ne va pas les garder, ça c'est sûr. Mais on ne veut pas les donner non plus, on veut les vendre. Ben on va faire une collecte et essayer d'acheter cette collection. Non. Mais pas tant. Donc du coup, Revue Noire s'est arrêté en 2000. Et l'édition a continué à publier. Donc là, il y a quelques livres justement. Ici, il y a votre livre aussi, Actes d'utopie. Vous revenez sur l'ingénierie culturelle de l'expérience. On avait fait juste après, parce qu'on avait fait l'anthologie de la photographie qui était un énorme travail avec une exposition qui a vraiment traversé le monde entier. De la Smithsonian à New York, ça a commencé à la Maison européenne de la photographie, puis ça a tourné un petit peu dans le monde entier, dans des lieux prestigieux partout. Et on avait fait un bouquin qui était aussi une anthologie de l'art moderne en Afrique, et qui a été heureusement, mais ça a été épuisé en 6 mois. Et on n'a jamais eu l'argent pour pouvoir le rééditer, ou on préférait faire des nouveaux livres que de le rééditer. Mais ça, c'est les deux gros pavés un peu où dedans, il y avait des chercheurs qui ont écrit. C'est pas nous qui écrivions tout. Il y a eu plein de chercheurs, de tous les gens qui savaient vraiment quelque chose sur ce continent, ont écrit dedans. Oui. Qui savaient vraiment quelque chose. Qui savaient vraiment. Attends, le nombre de faux semblants, c'est pas possible, quoi. Et ça a attiré une population quand même effrayante, quoi. Mais au début, on était tranquille, on n'était pas emmerdés. Ensuite, on a... Voilà. J'aimerais faire circuler le micro, donc si quelqu'un voudrait intervenir ou poser des questions, éventuellement. Qui ? Il y a des questions ? Bonjour. Bonjour. Alors, je m'appelle Elsa Despini, j'ai fait de l'histoire de l'art, donc promis, je vous interrogerai pas, on ne parlera pas de syntaxe ou de vocabulaire. Simplement, je voulais vous remercier
créé cette revue parce qu'il faut savoir que quand on suit l'histoire de l'art en France, à mon époque du moins, c'est-à-dire au siècle dernier, on n'abordait absolument pas le continent africain. C'était une histoire de l'art très centrée sur l'Europe et les États-Unis. Et la revue noire que vous avez créée a vraiment bouleversé la vision qu'on pouvait avoir de ce qu'était ce monde artistique, en découvrant d'autres horizons. Et surtout, moi, ce qui m'avait frappé, je me souviens la première fois que je l'ai découverte, cette revue, c'est le format. C'est-à-dire, c'était pas un format non plus traditionnel. Et tout à l'heure, vous parliez de forme et de l'importance de la forme. Il faut savoir que la revue aussi avait un aspect important. En plus, c'était une période en France où il y avait, vous parliez de la revue Autrement, qui était une référence pour toutes les questions de société, etc. Mais il y avait aussi l'Autre Journal, qui était une revue qui avait son rôle à jouer pour un peu ouvrir et voir d'autres mondes ou d'autres manières de penser, réfléchir le monde autrement. Moi, ma première question, c'est, vous l'avez évoqué avec Nathalie Beroma, mais c'est par rapport aux archives. C'est-à-dire que vous avez énormément de données musicales, photographiques, de textes, de noms, on voit dans l'index, etc. Est-ce que vous avez pensé, ou je sais que ça aussi, ça coûte de l'argent, faire une base de données, une sorte d'immense bibliothèque où on pourrait à la fois découvrir les images, les reproductions d'œuvres d'un artiste tout en écoutant de la musique du jazz éthiopien ou tout en lisant aussi des ouvrages de réflexion, parce que je pense que grâce à Internet, ça permet quand même à des jeunes artistes ou universitaires, chercheurs, d'avoir accès à quelque chose qui a eu vraiment un rôle et qui continue de l'avoir, puisque visiblement vous avez un fond assez exceptionnel. Donc voilà, c'était savoir... Merci beaucoup, c'est très gentil, oui. Et ce qui était intéressant, c'est que ce n'était pas seulement les chercheurs, mais ce que j'aimais bien, c'était que ce soit une revue achetée par les amoureux, par les amoureux, par les curieux, par des gens, et pas des chercheurs. Pardonnez-moi, je suis pas contre les chercheurs, bien entendu, mais les chercheurs n'achètent rien parce qu'ils sont trop radins, d'abord. Non, je fais de la provocation. Non, justement. Non, mais je plaisante. C'est pas le sujet d'essayer de creuser un fossé qui n'existe pas fondamentalement. Mais quand vous parlez de manque de données, bien sûr que ça nous a traversé. Bien sûr qu'on a chiffré ce que ça coûtait. Bien sûr que c'est un boulot colossal, que c'est une activité à part entière et qui n'est pas liée seulement à nos archives à nous, qui est liée à tout ce qui peut se passer à un moment donné. Je pense qu'il y a des structures comme Africulture qui ont eu certainement cette tentation parce qu'effectivement, eux ont essayé de faire un travail critique et essayer de rassembler un certain nombre de choses. Bon, nous, on voulait montrer, on voulait faire une revue de création, on voulait être une revue créative. C'était ça qui nous intéressait. Je veux dire, on n'est pas là pour pouvoir alimenter l'université. Mais c'est vrai que pour les curieux, pour les gens amoureux, ça aurait été bien d'avoir un outil comme ça. Et c'était quand on a vendu à Sinica avec ce fonds documentaire, une partie du fonds documentaire. On lui redonnait le reste d'ailleurs, parce que c'est une partie qu'on on avait vendu une partie du fonds photographique, mais on avait tout le fonds documentaire et il lui était offert. Mais tout le problème de ces sites ou des choses comme ça, c'est Wikipédia, quoi. Je veux dire, à l'extrême, il vaut mieux travailler Wikipédia pour pouvoir arriver à faire toute une partie là-dessus, quoi. Parce que aujourd'hui, si c'est pas une fondation qui se donne ça comme objectif. Et c'est très drôle parce que les fondations aussi ont besoin de visibilité, donc ils cherchent plus la communication sur eux-mêmes que sur des travaux de fond comme ça. Non, la philanthropie existe, mais elle existe par rapport à les philanthropes, il le fait par rapport à ses critères. On ne va pas lui reprocher ça.
On ne va pas reprocher que cet espace existe avec l'activité, avec tous les propos qu'ils ont et qui est merveilleux. Et s'il n'y avait pas ça, ben, il n'y aurait pas ça, quoi. Je veux dire. Et aujourd'hui, tout ce qui existe un petit peu partout sur le continent africain sont des initiatives privées, ce n'est pas des initiatives publiques. Et puis, par hasard, quand il y a une initiative publique, il faut qu'elle soit ensuite contrecarrée par le mec qui fout à la porte le précédent. Donc, on n'a même pas de pérennité par rapport à la notion publique. Ni même dans la... Donc, je crois très sincèrement qu'il ne peut pas y avoir de problème de pérennité d'un certain nombre d'actions sans l'intervention du privé, oui. C'est le privé qui doit le faire, à l'américaine, quoi, à l'anglo-saxonne plutôt. Il faut abandonner l'idée que c'est le public, c'est une responsabilité publique. C'est pas une responsabilité publique. C'est une responsabilité de tout le monde. C'est comme nous, avant de trouver des financements, et on n'a jamais trouvé de financement. C'est un truc, il a fallu chaque fois se battre, numéro par numéro, pour avoir un peu d'argent. Mais avant de convaincre les gens, il a fallu faire 4 numéros qui nous a coûté un premier appartement qu'on a dû vendre. On avait donc des appartements à vendre. Si on n'avait pas eu des appartements à vendre, ça n'aurait pas marché. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Et à Paris, c'est mieux qu'ailleurs. Donc, c'est pas très, je trouve pas ça très compliqué finalement, mais on s'aperçoit qu'on n'est pas beaucoup à partager les mêmes choses. Dans la discussion, on peut partager plein de trucs, mais dans la réalité, c'est comme de dire quelques-uns d'entre vous rentreront sur le marché. Ça veut dire que beaucoup d'autres ne rentreront pas sur le marché. S'ils ne deviennent pas profs ou s'ils ne deviennent pas autre chose, ils ne vivront jamais de leur art. Donc ça veut dire, mais ça n'empêche pas qu'ils soient des créateurs, des créatifs, tout ce que vous voulez. C'est ça, et c'est là peut-être où notre société a besoin de se réinventer. Comme dans la préhistoire, quand vous voyez des grottes de la préhistoire en Europe, ou même dans le Brandberg en Namibie, vous voyez qu'il y a toute une production plastique, d'art plastique, où vous avez des mains d'une adresse absolue et des mains d'une maladresse absolue. Ça veut bien dire que les gens participaient à la même chose, comme dans une boîte de nuit. Il y a des gens qui dansent très bien et des gens qui dansent pas mal, mais tout le monde danse. Ben oui, et c'est possible. Moi, j'ai travaillé très longtemps sur la préhistoire. Et quand vous parlez d'histoire de l'art, je suis désolé, l'histoire de l'art, il n'y a personne qui a travaillé dans l'histoire de l'art sur la préhistoire. C'est des archéologues qui travaillaient sur l'histoire de l'art. Pas d'historiens d'art. Les mecs, ils ne savaient pas ce que c'était. Je ne sais même pas s'ils avaient eu la curiosité d'aller se promener à Nio ou dans les grottes qui étaient accessibles, encore et toujours d'ailleurs, pour voir les trucs de peinture. C'est comme en Afrique, vous avez donc tout le Brandberg, toute une partie, ou même, je dirais, dans le pays de Gon, vous avez encore toute une peinture murale, on ne sait pas d'où ça vient, ça date de combien, etc. Et qui sont tout un travail qui est millénaire, plus que tout ce que l'on a comme trace. Parce que ce qu'on va voir dans les arts rituels, dans les musées occidentaux, et dans les musées africains, pour certains, vous allez avoir de l'art rituel qui est en bois ou en textiles qui sont tous du 19e siècle, du 18e siècle pour certains trucs, pour les télèmes ou des endroits où les masques ont été dans des endroits ultra secs. Mais ça veut dire qu'on est en plus, on n'est même pas capable d'avoir une véritable... Alors que on a des choses qui sont millénaires quasiment sur l'ensemble du continent, y compris dans le Sahara. Donc, c'est pour ça que je vous dis l'histoire de l'art, franchement, c'est bon. Hein. Occidental, c'est l'histoire de l'art occidental. Je veux dire, c'est des gens qui ne peuvent pas englober le monde entier, c'est l'histoire de l'art occidental. Et c'est vrai que quand vous êtes devant ces trucs-là, vous êtes totalement ému alors que vous n'avez aucun code. Ce qui s'appelle aucun code. Tout ce qui existe sur l'art pariétal dans le monde entier, du Brésil à la Chine, de l'Europe à l'Afrique du Sud, il n'y a aucun... personne ne peut vous dire de quoi il s'agit, réellement. On devine. Par contre, chaque fois qu'on a la chance de pouvoir y aller, tout le monde est touché par une émotion et c'est assez étrange. Parce que c'est vraiment une émotion de la culture.
Nous sommes totalement incultes devant ces trucs-là. On n'est pas en train de nous dire, mais page 65, non, on ne connaît rien. Ils arrivent à dater. 18 000 ans, 22 000 ans, 16 000 ans. Alors ça peut donner le vertige. C'est la seule chose de scientifique qu'on peut se dire. Et se rencontrer soi-même aussi. C'est ça, pourquoi c'est bouleversant ça, alors qu'on n'a pas de code. Il n'y a personne pour nous dire ce qu'on a à voir. Parce que ça, c'est pas mal quand même. Parce que quand vous écoutez maintenant les médiateurs dans les musées, des trucs comme ça, j'ai envie de me flinguer. Ils essaient vous voyez des gens qui s'approchent des gens pour leur expliquer ce qu'ils ont à voir. C'est pas possible, quoi. Bon, je n'ai rien contre les médiateurs, c'est un bon métier. Il y a peut-être d'autres questions. Ah, ça c'est bien parce qu'on vous a mis en cause plusieurs fois, c'est intéressant quand même. Hein. Ok, j'ai une question qui est peut-être liée à un thème plus général, qui est la question de l'audience et de la circulation de la revue. Donc si vous pouvez nous en dire plus sur l'audience et la circulation. Et ma question, mais pas générale, j'ai un point de vue spécifique, qui est qu'en fait, j'arrive pas à comprendre la revue était pour qui. Parce que vous dites que c'est pour montrer... Et du coup, je pense que je ne comprends pas aussi, parce que je ne sais pas où est-ce que la revue a circulé. Hier, on a parlé de la traduction un petit peu, mais en fait, je me demande, et vous avez parlé du thème central que vous avez répété assez souvent, qui est l'idée de montrer la modernité de l'Afrique, dans un contexte particulier des années 90 et tout ça. Et je me demande, c'est à qui qu'on voulait montrer la modernité de l'Afrique, qu'on voulait montrer qu'il n'y avait pas des artistes, mais des artistes qui puissent s'exporter et qu'on peut comprendre, c'est-à-dire par exemple des photographes ou des artistes plasticiens ou des artistes visuels, c'est-à-dire des artistes qui peuvent peut-être bouger hors du continent, à travers le continent, qui est un petit peu différent par exemple de quand on parle d'autres formes d'art populaire, qui peut-être ne peuvent pas s'exprimer de la même manière. Et du coup, la question de l'audience, pour moi, devient extrêmement centrale. Pas juste l'audience à ce moment-là, mais aussi parce que j'ai l'impression qu'il y a une grande conversation qui est en train de se faire sur les archives, donc c'est-à-dire l'audience du futur. Ou peut-être, en tout cas, 2 personnes vous ont posé la question des archives. Du coup, si vous pouvez dire un peu plus sur l'audience à ce moment-là, l'audience après, et sur la circulation de ces revues, parce que vraiment, s'il y a le thème général de montrer la modernité de l'Afrique, ou montrer qu'il y a un art moderne, contemporain, et il va peut-être falloir qu'on réfléchisse à ce que moderne veut dire ici. C'est pour qui? Ou des arts, oui. La revue était totalement bilingue, de là jusqu'à Z. Elle était diffusée grossièrement à moitié dans les pays anglophones, l'autre moitié dans les pays francophones. La diffusion en Afrique était très compliquée. Dans les abonnements, on avait des abonnements dans le monde entier. C'était assez amusant. On tirait à 8000 exemplaires à la fin. Au début, on tirait à 3000 exemplaires, on tirait à 8000 exemplaires à la fin. Pour des revues d'art de cette nature, c'était pas mal. C'est même très bien. Les abonnés, il y avait beaucoup d'abonnés institutionnels. Ça veut dire qu'une revue, c'est 100 personnes qui la regardent quand ça passe dans un musée, dans un centre de documentation, etc. À l'époque où les étudiants, ou les gens à l'époque où on regardait les livres, quoi. C'est vrai qu'on les regarde moins aujourd'hui. Mais avant, c'était bon. Moi, j'ai connu aussi au Sénégal, par exemple, des groupes d'artistes qui s'achetaient la revue à plusieurs. Il faut bien savoir que les 3/4 du temps, on ne savait pas dans son propre pays ce qu'il y avait comme activité artistique. Donc c'était des revues qui devenaient des références. Chaque fois quand ça sortait, c'était un petit événement local, sur place. On ne faisait pas chaque fois des grandes fêtes, mais on faisait chaque fois des espèces de manifestations qui étaient de plusieurs centaines ou milliers de personnes. Pas centaines de milliers de personnes. De centaines à des milliers de personnes. L'audience, bon, on ne cherchait pas à être une revue, c'était hors de prix, hein, la revue. C'était très très cher, hein, je veux dire,
c'est genre 30 €, quoi, je veux dire, par rapport à l'époque, quoi. Il y a 30 ans, ça représentait une somme comme ça. Et on ne cherchait pas à être quelque chose de... Parce qu'on savait très bien que c'était réservé, effectivement, à un certain nombre de gens. Bien sûr que c'était réservé à ceux qui pouvaient l'avoir, ceux qui avaient une curiosité sur le domaine des formes, etc. Oui. Par contre, c'était devenu, aux États-Unis particulièrement, réellement, parce que le premier format, on avait fait exprès que ce soit arrangeable. On ne voulait pas qu'on le range. Donc les gens, c'était devenu effectivement le coffee table book, c'est-à-dire le coffee table book, quoi. Ça veut dire que vous aviez, c'était assez drôle, c'était un snobisme dans une partie de la bourgeoisie afro-américaine et en Afrique aussi. Vous aviez chez certains bourgeois, il y avait la revue noire qui était dessus. C'était assez rigolo. Donc c'était quelque chose qui était un signe à la fois de fierté, de dire, ben voilà, nous c'est ça, hein, c'est aussi ça. Donc voilà, la diffusion, c'était ça, c'était une diffusion qui était liée au prix, et c'était des lectures, je pense, enfin je sais pas, j'en sais rien, mais c'était, moi je voyais bien chaque numéro que je voyais ensuite chez les gens en Afrique, je dis mais je veux dire nous, chacun de nous, parce que moi j'ai pas tout fait, hein, j'en ai fait quelques-uns, mais c'est... Et je voyais chaque fois les numéros étaient très lus, quoi. C'était très fatigué. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que 10 personnes, c'était un minimum. Donc effectivement, c'est peut-être dérisoire, mais ça concernait des gens qui étaient touchés par le monde des formes, tout simplement. Mais il y avait la mode, le textile et tout ça. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens. Et ça a fonctionné parce que c'était un objet un peu particulier. Ça fonctionnait comme un snobisme, hein, soyons clairs, en Afrique. Et même en Europe, hein, ou aux États-Unis. Est-ce que je peux vous embêter pour continuer? Vous doutez bien que je ne demande que ça. Ok. Donc j'ai une meilleure idée sur l'audience et la circulation. Maintenant, je veux vraiment revenir à l'idée que l'Afrique, qu'on cherchait à montrer la modernité de l'Afrique. Vous avez dit que c'était obsessionnel chez votre communauté. Pas moi. Disons, comme l'idée de la revue. Et en fait, à qui vous essayez de montrer que l'Afrique était moderne, que l'Afrique avait des arts modernes. Et aussi, ma deuxième question qui est liée, c'est contre qui? On vend pas des savonnettes, on s'en fout. On fait un truc, c'est reçu ou c'est pas reçu. Mais non, mais c'est important de savoir. Je suis pas en train de faire une enquête de clientèle pour savoir à la fin. C'était pas notre problème. À un moment donné, effectivement, on a fait des choses par rapport à ce qu'on croyait bien de faire. Ça a été reçu, ça a été perçu, ça a été chaque fois qu'il y avait un truc qui sortait, on avait énormément de presse partout. C'est tout ce que je peux vous dire. Je veux dire, à part ça, on s'en foutait. On était bien dans une échelle qui était celle-ci. Vous voulez quoi? Qu'on vous donne des chiffres comme si on vous dit, mais vous savez, nous, les savonnettes, on les vend aux gens, aux femmes de ménage qui ont 50 ans et plus. Je sais pas quoi, j'en sais rien. C'est pas notre problème. Franchement, c'est pas notre problème. Vous êtes en train de me poser des questions qui sont amusantes pour pouvoir me coincer, mais c'est pas le problème. Mais je ne vous dis pas que c'est pas intéressant. Je vous dis simplement, c'est qu'on ne peut pas savoir, surtout quand vous avez une diffusion mondiale qui est réellement mondiale. Le Japon, vous aviez des gens il y avait une vingtaine d'abonnements au Japon. C'était toutes les grandes institutions japonaises qui avaient ça. Et vous aviez un certain nombre d'artistes japonais qui avaient un abonnement à Revue Noire, parce qu'effectivement, ça n'allait pas dans les librairies. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Moi, j'en sais rien. C'était peut-être des leaders d'opinion, j'en sais rien. Non, mais je pense que la question, c'est il faut remettre aussi dans un contexte où, à cette époque, c'était qu'il y avait une exposition Les Magiciens de la Terre, que l'art de l'Afrique subsaharienne, et c'était surtout connu par un art traditionnel, des sculptures qu'on a appelées ensuite les arts premiers, etc. Ou en France? En France, je parle en France. Non, mais ça existait aux États-Unis. Il y a eu comme Africa Explorer, il y a eu plein d'expositions, il y a eu plein de choses quand même. Donc en France et aux États-Unis. Mais en Angleterre aussi, vous avez des choses. Ok. Dans le... Et donc, votre question, c'est par rapport à comment, en fait, la Revue Noire définissait ce qu'était la modernité, l'art moderne, dans
dans ce continent. En fait, je cherche ça m'intéresse votre question. En fait, je pense qu'il y a deux conversations complètement différentes, qui est que je me demande comment les gens dans le continent percevaient l'idée qu'il fallait montrer une modernité de l'Afrique. Et ce que j'essaye de vous faire dire, pas en piégeant ou un truc comme ça, c'est d'essayer de comprendre l'audience de l'époque de la revue, pas en chiffres, mais en termes de les gens en France, qu'est-ce qu'ils pensaient de l'art africain avant la revue noire, qu'est-ce que la revue noire a contribué à faire, parce que je pense qu'il y a des échelles complètement différentes. C'est-à-dire que quand on a une revue qui s'adresse à un public européen, à un public français, à un public américain, je pense qu'il y a des questions différentes que quand la revue s'adresse à un public. Et peut-être qu'il y a des questions qui viennent ensemble, mais ça, il va falloir me l'expliquer. Donc c'est ce que j'essaie de dire en fait. C'est pas une question de chiffres. Mais je vous ai dit que c'était diffusé en Afrique. Je vous ai dit que chaque fois, les revues, parce qu'en plus, je dis, les voisins ne connaissaient pas la création, je veux dire, les Sénégalais ne savaient pas ce qu'on faisait au Mali, les Maliens ne savaient pas ce qu'on faisait au Sénégal, etc., etc. Donc ça a servi un outil de connaissance dans les propres pays. Sauf que ça n'intéressait pas tout le monde. Comme toujours, ça intéresse forcément qu'une certaine. C'est pour ça que je vous disais qu'il y avait beaucoup d'artistes qui achetaient ça en commun pour pouvoir se payer ce machin qui coûtait une fortune. Voilà. Il y a quelqu'un qui a connu la revue qui est là, qui s'appelle Jelal Gasseni. Tu l'as connu, la revue? Effectivement, on est dans une... Tu sais à peu près à quoi ça servait? À l'esprit de la revue était de simplement, pour moi, c'était d'informer sur l'existence des artistes sans aller plus loin dans essayer il ne s'agissait pas de vendre une modernité ou de montrer quoi que ce soit. C'était pour moi une forme de recensement des artistes qui pratiquaient leur art, photographes, peintres, sculpteurs, tout ça, de manière générale en Afrique. Et puis ça s'est étendu à d'autres régions. Après, c'était vraiment... pour moi, la Revue Noire, l'esprit de la Revue Noire et l'esprit de l'équipe, comme je disais à Jean-Loup tout à l'heure quand on a déjeuné, ça reste des pionniers dans ce domaine. Voilà. Et effectivement, pour ma part, c'est la première fois que j'ai eu l'occasion de publier quelques photos dans cette revue. Donc, j'en garde un excellent souvenir parce qu'il y avait réellement vraiment un esprit que je découvrais à Paris, une équipe, des gens qui étaient tous, désintéressés. Il n'y avait aucune, aucune revendication dans ce qu'ils faisaient. C'était juste ouvrir une revue et à des artistes qui n'ont pas eu forcément ou qui n'avaient pas l'occasion de publier, tout simplement. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond aussi à vos doutes. C'était une question, mais je veux savoir le prix de la savonnette. Je vous ai dit que c'était très cher, c'était l'équivalent de 20 ou 30 euros, quelque chose comme ça. Mais je voudrais aller dans le même sens que le collègue qui vient de parler. Parce qu'en fait, si vous observez bien dans vos écoles d'art, l'art africain n'est pas enseigné. La difficulté aujourd'hui, l'une des raisons qui nous a poussé d'aller dans cette sorte de résidence, c'est d'enseigner. Et la Revue Noire, pour nous, a été vraiment le déclencheur de quelque chose. Parce que c'est à partir de la Revue Noire que, véritablement, on s'est dit en Occident, un peu partout dans le monde, que, tiens, l'art africain, ils ont révélé au monde la contemporanéité de l'art africain. Et ça, c'est vraiment unique dans l'histoire de l'art. Parce qu'avant, nos enfants, ils étudient l'art, ils étudient le Nord et tout. Donc, c'était une première. Et si vous observez derrière, moi, j'ai rencontré Jean-Loup il y a 2 jours, mais je sais que les premiers critiques d'art, commissaires qui ont construit la curation artistique en Afrique, Simon Diamy, le Koyo qui dirige l'un des plus grands musées de l'Afrique du Sud aujourd'hui, Koyo, et Gonefal,
S'ils viennent, ce sont les élèves des assistants de Jean-Loup. C'est eux qui... Oui, les assistants, remarquez bien le terme, des assistants. Bon, c'est une façon de parler, mais bon, peut-être il y a l'âge et tout. Mais c'est pour dire que peut-être il ne va pas parler de cette façon, mais ça a véritablement déclenché quelque chose, et non seulement cette fierté, mais cette connaissance de l'immensité de la créativité sur le continent. Je pense que c'était un peu ça, l'idée qu'il recherchait, plutôt que de faire un profit et tout. Mais en plus de cela, moi j'ai une question à poser, parce que pour contextualiser un peu, si on vous demande, Jean-Loup, aujourd'hui, par rapport au changement dans le monde, de refaire cette revue-là, ça va être quoi l'éditorial? Ça va être quoi la direction? Je suis très curieux de savoir, parce que c'est important, parce que tout ce que ça a ramené il y a 20 ans, ça fait quand même 20 ans. Est-ce qu'il n'est pas... Voilà, 22 ans, parce que c'est en 2000 qu'ils ont lancé, n'est-ce pas? Ça s'arrête. Voilà. Voilà, ça s'est arrêté en 2000. Ça fait 30 ans, oui. Voilà, donc vous voyez, donc, est-ce que l'art africain, on n'a pas besoin de nouveaux récits, de nouveaux narratifs, de refresh Alors, soyons très clairs là-dessus. Nous avons arrêté pour plusieurs raisons. Des raisons d'argent évidentes. On était au bord de la faillite, on a échappé à la faillite, c'est pas si mal. Et deuxième chose, on en avait assez du micro-milieu, qui, parce qu'effectivement on avait à un moment donné une situation de monopole, devenait les gens à abattre. Donc on se retrouvait sous une avalanche de haine qui était un peu bizarre. On ne leur demandait pas de nous abattre, ils n'avaient qu'à faire du boulot à côté, c'est tout. C'était aussi simple que ça, quoi. Donc, mais à part ça, troisième chose qui était importante pour nous, c'est qu'on avait une vision qu'on voulait. On voyait que ce n'était pas l'Afrique en elle-même qui était importante. C'était tout d'un coup d'avoir une vision mondiale. C'est-à-dire qu'on avait un projet de faire une revue mondiale qui a failli aboutir, mais là il fallait de l'argent extérieur, parce que nous-mêmes on était en train de faire faillite, on ne pouvait pas s'amuser. Mais en même temps, en faisant faillite, on faisait un projet extraordinaire qui avait demandé beaucoup d'énergie. Il faut de l'énergie pour éviter de faire faillite et il faut de l'énergie pour faire de nouveaux projets aussi. C'est compliqué de faire les deux à la fois. Et c'était une revue mondiale où justement la problématique de l'Afrique ne se posait plus en tant qu'Afrique. Je veux dire, on en avait marre du ghetto, quoi. Je veux dire, c'était à un moment donné, on s'apercevait que le monde africain fabriquait son propre ghetto de spécialistes, de machins, etc. Et donc on faisait cette revue où on voulait avoir pas chaque continent, mais enfin sur une dizaine de zones, une dizaine de comités de rédaction autonomes de chaque zone, et qui puissent faire la revue mondiale. C'est-à-dire, tu ouvres ta revue, tu as le monde entier qui te saute à la figure avec ses formes, ses préoccupations, etc. Et ça, c'était notre vrai rêve. C'était plus d'être sur une problématique de pouvoir tirer le filon jusqu'au bout, parce qu'on pouvait le tirer. Hein. Je veux dire qu'il y avait un moment donné, il y avait des gens qui, effectivement, auraient été ravis qu'on fasse un numéro sur tel et tel sujet. Mais notre problème, c'est qu'on voulait en finir avec ça. C'est-à-dire que c'était... Nous, la vraie victoire, c'était pas de faire une exposition sur la photographie africaine, comme ce qu'on a fait. C'était d'avoir, à un moment donné, des artistes qui rentraient à la Biennale de Venise. Il n'y avait pas un artiste qui était à la Biennale de Venise, pas un artiste africain. En 1990, il n'y en avait pas un. Depuis, jamais. Donc là, tout d'un coup, on était content quand tout d'un coup, il y a eu Ousmane Sow, il y a eu Sue Williamson, ou je ne sais plus qui, je cherchais le nom, là, je ne sors pas, qui sont rentrés à la Biennale, je crois, en 94, ou quelque chose comme ça. Je parle dans l'exposition internationale, hein, parce que les pavillons, bien sûr, ça n'empêche pas qu'effectivement, je veux dire, la Biennale de Venise est intéressante parce que c'est aussi une biennale de pavillonnaire, c'est-à-dire où chaque pays a son pavillon. Simon avait fait avec le même syndicat de Colo, il avait fait un pavillon africain. Ça tenait pas la rampe, non, c'était très bien, bien sûr, mais ça tenait pas la rampe par rapport au concept. Un continent entier, alors que les autres faisaient un artiste par pavillon. Quelque chose qui n'allait pas, quoi, qui ne fonctionnait pas. Donc, nous, les vraies victoires, c'est de ne pas se retrouver avec une morcellisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe avec ce phénomène de reconnaissance des minorités
qui à un moment donné sont en train de se réduire à leur propre minorité. J'étais à une conférence où j'étais traité de facho, bien sûr, mais où il y avait... c'était un truc sur la photographie, et il y avait à côté de moi Smith. Il y avait Smith, c'est un trans, une trans, bon, je ne sais rien. Il y avait un certain nombre de gens qui effectivement revendiquaient le fait de... Je veux dire, à force de revendiquer, ils existaient par le fait qu'ils étaient trans. C'était à un moment donné de dire, c'est ça que je veux qu'on montre et rien d'autre. Et si tu n'es pas trans, tu peux pas parler de ça, etc., etc. Donc on était dans un truc de, comme je vous disais au début, j'avais insisté un tout petit peu sur la chute du mur de Berlin et la fin de la bipolarité du monde, et du diable et du bon Dieu, etc., du blanc et du noir, etc. C'est-à-dire que tout le monde, chaque individu, chaque société a une part non partageable avec l'autre. C'est mon problème, je suis ce que je suis, et ça, je ne te demande pas de venir gratter pour savoir ce que je suis. Par contre, il y a une part qui est partageable. La preuve, on se parle dans le monde entier, on baise dans le monde entier, on fait plein de choses dans le monde entier. Donc, qui ne sont pas liées à la revendication de quoi que ce soit. Donc, il y a la part, effectivement, non communicable, non partageable, et puis il y a une part qui est partageable. Et ce qui nous intéresse, c'est que cette part soit de plus en plus grande. Et que cette part partageable soit réellement partagée. Ça veut dire que l'identité africaine, s'il y en a une, ça ne veut rien dire. En plus, c'est l'identité, les identités qui sont liées. Moi, je veux bien qu'il y ait une identité liée à la couleur de la peau, qu'il y ait une identité à la couleur des cheveux. Mais je pense que le plus important, c'est effectivement aller vers tout ce que l'on peut partager et fabriquer ce qu'on appelle ce monde de diversité, et non plus l'universalisme de l'Occident, mais une espèce d'universalisme de la diversité, des composants de chacun. C'était un peu ça le propos, et c'est toujours ça le propos. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas la mode, donc on ne le fera jamais. C'est ce que je veux dire. Puis je suis trop vieux, je vais mourir bientôt, donc c'est pas grave. Donc la nouvelle ligne éditoriale pourrait être sur des thématiques de diversité, c'est ça? Oui, non, c'est-à-dire que le monde, la biennale qu'on a créée de Photoquet à Paris, c'était le sous-titre, c'était le monde regarde le monde. Et chaque zone géographique les artistes qui étaient choisis par un commissaire de chaque zone, issu de chaque zone. C'est pas un spécialiste de la zone, c'était issu de la zone. Ce qui faisait que quand on a créé Photoquet à Paris, on avait, nous, au début, 1300 images, on a fini avec beaucoup moins, mais enfin, il y avait aucun artiste qui était connu. Et par contre, il y a eu un public dément, quoi. Et ça, c'est des gens qui se promènent dans la rue, qui regardent. C'était ça, c'était de la photo sur les quais, quoi. Mais le propos, toujours le même, c'est pas un commissaire à la con, c'est pour ça que c'est pas mal ce que vous faites à la Documenta, mais sauf que c'est pas ça du tout non plus. Bon. Mais c'est la même problématique. Nous sommes dans une problématique qui est absolument la même. C'est savoir si la diversité doit empêcher le moindre chose commune, ou si la diversité, c'est au contraire fabriquer quelque chose de commun, quoi. Ouais, c'est tout, c'est la différence. Absolument. Et c'est pas parce que tu es noir et moi je suis blanc qu'on va se poser des questions existentielles. Parce qu'à un moment donné, on sait très bien que c'est pas là que ça se pose, la question. Non. Donc la perspective maintenant. Non, la perspective, c'est pas moi, c'est eux. La perspective, c'est eux. La perspective, c'est ma contradictrice, ma contradicteuse, ma tricoteuse. Remercier Jean-Luc Vivin, vraiment, d'être là et de partager aussi, parce qu'on est là dans le cadre de collaboration entre le Monde de Nice et l'ACF Académie, où il y a 12 jeunes artistes qui font cette expérience de 2 semaines, 3 semaines,
des artistes et avec des professionnels du monde de l'art, et on essaye de travailler à ces rencontres-là et de créer peut-être donc de créer des liens qui construisent exactement comme ils l'ont fait ce matin en atelier avec Smaïl, créer quelque chose. Donc vraiment merci, on est très contents que vous ayez pu être là. Et d'ailleurs, Revue Noire, c'était, Camille s'en souvient, c'était les premiers pas vers lesquels on voulait aller pour la médiathèque. C'est une référence qu'il faut avoir ici, parce que l'idée, c'est aussi de retrouver ces visibilités-là, que nous, d'ici, nous n'avons pas facilement. Et on a beaucoup de mal à ramener certains documents, par exemple, de la littérature anglo-saxonne, etc., à cause des circuits qui n'arrivent pas toujours jusqu'ici. Et on est très content d'avoir ces documents qui sont là. Et il y a, je crois, des numéros qui sont épuisés, mais qu'on peut avoir en ligne numérique, j'ai vu. Donc c'est très bien. Donc vous retrouverez la Revue Noire ici à la médiathèque, j'espère, à la rentrée, bientôt. Et c'est rigolo. Non ? Oui, bah, elle sera installée, j'espère, les mois qui arrivent. Donc merci, encore une fois, merci à tout le monde d'être venu et de cet échange. Voilà, je vous remercie beaucoup.